Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de commencer cette journée. Je vais livrer quelques réflexions que je me suis faites à la lecture de certains rapports de Korn Ferry, mais pas que, pour partager avec vous quelques observations et quelques questions aussi qui m'ont interpellée, qui vont concerner le monde et bien sûr la France. Et on aura des petits moments où je vais vous solliciter pour voir un peu où vous placeriez la barre sur un certain nombre de sujets. Donc il y aura du quiz. Alors pour les quiz, je ne manipule absolument pas. Là, on a commencé à me dire qu'il fallait que je clique 3 fois, je ne sais pas où. Donc ce sera quelqu'un qui m'aidera. Qui est là, c'est parfait. Voilà. Et j'ai mes notes parce que, en fait, je suis assez bavarde et que du coup, je voudrais pas plomber l'agenda dès le départ. Donc, si vous me voyez plonger dans mes notes, c'est juste pour reprendre le fil de cette intervention. Alors, je m'appelle Alice Risetti, je suis consultante pour un cabinet qui s'appelle Korn Ferry. J'ai la chance de travailler pour une des plus grosses entreprises au monde, 100% dédiée à la gestion et au développement du capital humain. C'est chouette, d'autant que c'est vraiment ma passion. Et je vais vous parler du sujet du futur du travail en lien avec ce qui est en train de se passer dans nos économies, nos pays, et qui, vous allez voir, s'explique par des tendances de fond qui sont déjà observées depuis quelque temps et dont les impacts vont continuer à s'observer au moins pour les 10 prochaines années. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous poser quelques petites questions d'échauffement. On fait à main levée. Donc, je vais vous poser 3 questions. La première, c'est qui parmi vous a déjà vécu l'expérience de travailler pour plusieurs employeurs à la fois? Donc, on a un petit cinquième de la salle. Merci. Deuxième petite question. Qui a déjà créé son entreprise? Là, il y a plus de mains levées. Je m'en doutais un peu compte tenu de l'audience de cette salle. Merci. Troisième question. Qui a déjà fait un break, pris un congé sabbatique? Un peu moins finalement que ceux qui ont créé leur entreprise. L'hypothèse que je fais, et vous me direz ce que vous en pensez, si je vous repose cette question dans 5 ans, probablement que sur chacune de ces questions, il y aura plus de mains levées. Parce qu'au fond, c'est assez typique de ce qu'on est en train de voir en termes d'évolution des rapports entre actifs et entreprises. Et je vais expliquer un peu mes propos. Un petit mot, et moi aussi, je ne ferai pas de la pub, mais juste pour vous dire ce qu'on fait chez Korn Ferry, parce qu'au-delà de dire qu'on est gros, en fait, notre cœur de métier, c'est de synchroniser la stratégie business et la stratégie humaine. Et on le décline sur tous les aspects qui peuvent être amenés à toucher l'humain. Donc, les stratégies organisationnelles des entreprises, mettre les bonnes personnes dans les bons jobs, organiser les bons modes de travail pour leur permettre d'être efficaces. Tout ce qui touche à l'assessment et succession, donc c'est tous les process RH de nomination, promotion, évaluation des besoins en termes de développement. Recruter vos talents, peut-être que certains connaissent Korn Ferry que par ça d'ailleurs, parce qu'on est par ailleurs chasseur de tête. On intervient pour les dirigeants et également pour des métiers très spécifiques. C'est un département qui s'appelle Professional Search. Nous sommes aussi une société pour lesquelles des entreprises choisissent d'outsourcer leur recrutement, donc ce qu'on appelle RPO. Et puis, il y a une bonne partie d'ailleurs que je vais un peu aborder aujourd'hui, qui est comment rémunérer les collaborateurs en phase avec justement la stratégie qu'il s'agit de décliner et d'exécuter. Et quand je parle de rémunération, je l'entends vraiment au sens large. Moi, le thème sur lequel je travaille, et j'ai une de mes collègues avec moi ce matin, c'est le leadership development. Alors, qu'est-ce que c'est que le leadership development? Ma définition, en tout cas, c'est de préparer des collaborateurs à mobiliser, engager leurs équipes autour d'un projet commun, leur permettre de développer la performance ensemble grâce à des expériences apprenantes, qu'elles soient individuelles ou collectives, qui vont leur permettre de changer durablement leur comportement
et de devenir des leaders. Je suis d'accord, la phrase est franchement longue. Mais en même temps, c'est comme ça que je vois mon métier. Et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à se rencontrer avec Antoine et Sophie, puisque eux sont spécialisés sur la partie conseil learning. Alors, les quelques grandes tendances que j'aimerais commenter ce matin, sachant que je vais me focuser essentiellement sur celles-là, la plupart, vous les connaissez déjà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous connaissez les évolutions démographiques, les changements climatiques, la mondialisation, l'omniprésence du digital, des collègues, d'autres consultants, les médias, les politiques, vous en parlent déjà. Je ne vais pas rentrer là-dessus. Il y a juste un petit zoom que je voudrais faire, c'est celui autour des convergences technologiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc d'abord, qu'est-ce qu'on appelle les nouvelles technologies ? C'est plus large que les technologies de l'information, ça comprend aussi les sciences cognitives, ça comprend des éléments qui sont plus liés aux organismes vivants. Et pourquoi je veux faire un petit zoom ? C'est parce que quand on parle d'innovation aujourd'hui, les principales, en tout cas les percées innovantes les plus prometteuses sont à la croisée de plusieurs technologies. Si je donne des exemples, quand vous croisez nanotech avec les neurosciences, ça donne les dispositifs qui permettent aujourd'hui à des personnes paralysées de pouvoir avoir des modes de compensation qui vont activer des membres artificielle. Quand on croise les technologies de l'information et la linguistique, ça donne toutes les applications qui permettent aujourd'hui de traduire simultanément et de se comprendre entre personnes qui, au départ, ne parlent pas la même langue. Ou bien quand on croise les biotech et la psychologie, ça donne tous ces nouveaux traitements de maladies chroniques qui peuvent être pénibles à vivre et qui, aujourd'hui, grâce à des organismes vivants, on comprend encore mieux... Parce qu'on comprend mieux le fonctionnement du cerveau, on arrive à trouver des solutions qui sont là aussi à la croisée des technologies. Et ça a des conséquences majeures pour les organisations, les entreprises, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus travailler de la même façon au sein de l'entreprise, mais aussi entre entreprises, et que la notion de partenariat devient vraiment cruciale et essentielle. Alors si maintenant je zoome sur... quelles conséquences, quelles nouvelles donnes sur le marché de l'emploi. Je ne sais plus si c'est... The big number. 1215 millions de milliards. Mais qu'est-ce que c'est ? J'aurais pu vous mettre un quiz là-dessus, mais je pense que c'était super dur. En fait, Korn Ferry, et c'est l'étude justement Talent Crunch dont Sophie a parlé et par laquelle je démarre, on s'est dit, bon, ok, d'accord, la plupart des entreprises se focalisent sur les nouvelles technologies pour pouvoir faire des percées innovantes qui vont leur permettre de continuer à se développer, grandir, nanana. Bon. Mais et si on regardait la valeur créée par le capital humain, qu'est-ce que ça donnerait ? Et quand on a réalisé cette étude, donc on a regardé 20 pays développés, pays en développement. On a zoomé sur on a zoomé en fait sur les industries qui sont intensives en matière de connaissances. Donc tout ce qui est autour de services financiers ou services globaux aux entreprises, tout ce qui est technologie, médias, communication, et puis tout ce qui est autour de manufacturing. Donc, métier vraiment où la connaissance est un facteur important. Quand on a regardé quelle est la valeur créée par le capital humain dans ces 20 pays au global, ça représente ce chiffre. C'est 2 fois plus que la valeur créée par tous les biens matériels et les technologies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les entreprises veulent pouvoir capter la valeur qu'ils attendent sur les biens et services, sur les biens matériels et les technologies, il va quand même falloir qu'ils se préoccupent sérieusement de ont-ils les compétences aux bons endroits dans leurs entreprises. Et la bonne nouvelle, c'est que la valeur créée par le capital humain va renforcer la valeur créée par les technologies et les biens. Alors, on en est où la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui sur justement cette main-d'œuvre qualifiée qui va nous permettre de réaliser cette création de valeur. C'est cette fameuse étude Talent Crunch. Le schéma est assez complexe, on va faire simple. On a regardé dans ces 20 pays et ces 20 économies où en est-on de la demande, donc les entreprises, quelles sont leurs tendances
quelles sont leurs attentes de croissance, selon ce qu'elles ont formulé. On a regardé les recherches de productivité qu'elles prévoient, de manière à voir effectivement combien de personnes vont être nécessaires dans les entreprises, quelles vont être les qualifications requises, et puis ça nous donne une idée du coup au final de d'ici 2030, quelles sont les compétences attendues et le nombre de personnes attendues. Côté supply, on a fait la même chose. On a regardé les tendances démographiques, où est-ce qu'on en est au niveau de la main-d'œuvre à proprement parler, quels sont les niveaux d'éducation, ce qui du coup nous permet d'avoir une idée de quelle est la main-d'œuvre disponible dans ces différentes économies. Et puis, est-ce qu'on a un gap ou pas? Alors, peut-être vous avez peut-être commencé à sentir des choses. Aujourd'hui, déjà, c'est de plus en plus difficile de recruter certains métiers. Alors, les métiers du digital, les entreprises se les arrachent. On voit bien aussi que ça a des effets sur les rémunérations, qui ont tendance à devenir un peu déconnectées de la réalité, ou en tout cas qui deviennent difficilement comparables à niveau égal. On le voit aussi dans les métiers du médical, où on a énormément de mal, les hôpitaux, les cliniques, etc., ont énormément de mal à trouver du personnel, mais on le voit aussi dans les métiers de la production. Ça devient de plus en plus difficile de recruter des responsables production, des ingénieurs qui vont pouvoir travailler sur l'amélioration des process, et puis vous avez sans doute des exemples aussi de votre côté. Donc on sent des prémices, et on se dit, mais est-ce que c'est structurel? Ça va donner quoi à horizon 2030? C'est la petite question que je voudrais vous poser. Donc, c'est le premier quiz. D'après vous, au niveau mondial, là, tu vois, je n'étais pas capable de... Voilà. Alors, il faut que vous rentriez les codes. Ah non, c'est bon. Oui, si. Alors, en fait, il faut que vous connectiez sur slido.com et ensuite vous tapez RTE 2019 et vous allez pouvoir répondre à la question. Et ça va s'afficher en live. Et gardez bien la connexion quand vous l'aurez, parce qu'on fera quelques autres petits exercices comme ça. Une fois que vous y êtes, vous levez la main, ça me permet de savoir combien j'ai de personnes avec moi. Qu'est-ce que je suis censée voir, moi? Tu dis? Ah, d'accord. Mais j'aurais le pourcentage, j'aurais peut-être pas le nombre. Ah, d'accord. Trop bien. Ah oui, là, voilà. Alors, on en a 2. Vous pensez qu'il y aura 150 millions de travailleurs formés, c'est-à-dire la main-d'œuvre qualifiée, qui manquera dans le monde. C'est en train d'évoluer. C'est chouette de voir évoluer en live. Bon, vous êtes plutôt pessimiste quand même. 150 millions, on sent bien que c'est une tendance. Oh, gros changement. Bon, je propose de s'arrêter là, on dirait que ça n'évolue plus. Merci d'avoir participé. Eh bien, vous avez raison. 85 millions d'actifs formés vont manquer dans le monde à horizon 2030. Et quand on cite ce chiffre-là, comment je fais pour revenir C'est trop bien. Voilà. Merci beaucoup. Il ne monte pas plus ? Bon, voilà, c'était 85 millions. J'espère que ça... Ouais. Mais ce chiffre-là montre vraiment des disparités. Et surtout, c'est intéressant de regarder comment ça va évoluer. Ça y est, il est d'accord avec moi. Donc, on est effectivement... Aujourd'hui, 2020, on observe déjà au niveau mondial 3% de pénurie d'actifs formés. D'ici 5 ans, on sera à 6%. D'ici 10 ans, on sera à 11%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un emploi disponible sur 10 ne pourra pas être pourvu par une personne formée, faute de ressources. Mais ça cache bien sûr des disparités géographiques, tout ça. Deuxième petit quiz, donc j'espère que vous n'avez pas perdu le lien à slido.com. Il faut que tu viennes. Donc vous avez sans doute déjà la question, parce que c'est déjà actif. Hop, super. Selon vous, quels sont les pays qui seront à l'équilibre? C'est-à-dire autant d'actifs qualifiés disponibles que d'actifs qualifiés nécessaires dans les entreprises à horizon 2030. Waouh, tout le monde.
Donc vous pensez que la Chine sera à l'équilibre, que l'Allemagne sera à l'équilibre, l'Inde, les États-Unis. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour stabiliser les pourcentages. Bien, la Chine est le grand pays gagnant? Eh bien, pas du tout. Le seul pays, en fait, il n'y en a qu'un, qui sera à l'équilibre à horizon 2030, c'est l'Inde. C'est l'Inde parce que c'est le seul pays qui investit depuis des années sur l'éducation des jeunes et qui pousse effectivement à faire en sorte qu'ils aient un maximum de... Enfin, le niveau scolaire le plus élevé, le niveau académique le plus élevé, je devrais dire. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est la carte. Aujourd'hui, en 2020, où est-ce qu'on en est? Donc on voit qu'il y a effectivement des déficits qui commencent à s'annoncer. On le sent effectivement en France. Ça commence à être encore plus difficile pour le Japon. Et quand on regarde au niveau, en 2030, les zones rouges sont celles où effectivement il y aura les déficits les plus criants. Donc on voit que ça concerne une partie significative des pays d'Asie, tout le continent, toute la partie Russie. On voit bien que l'Inde est effectivement le seul pays encore en bleu. Et on voit aussi qu'il y a une situation critique qui s'annonce au Brésil, mais pas seulement, les pays nord-américains. Alors, qu'est-ce que ça donne en France, en particulier? À vrai dire, les proportions sont assez comparables à celles que je vous ai montrées, les évolutions aussi. Donc, je vais plutôt faire un zoom avec d'autres données, parce qu'on ne rentrait pas trop dans le détail dans notre étude Talent Crunch, comme elle était globale. La première chose que je voudrais dire, c'est comment a évolué le nombre d'actifs en France. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez suivi. Ils étaient, parce que moi, je n'étais pas là, 20 millions d'actifs en 1950. 20 ans plus tard, en 1970, il y avait 22 millions d'actifs. Tout type de contrat de public, privé, voilà. Donc, en 20 ans, ça a pris 10%. En 2019, 30 millions. Ça veut dire qu'en 40 ans, entre 70 et 2019, plus 36%. Pendant ce temps-là, il y a eu des progrès technologiques. Ce que c'est en train de nous dire, c'est que les mutations technologiques qui ont pu se faire entre 70 et 2019 n'ont pas généré une décroissance de l'emploi. Le nombre d'actifs n'a fait qu'augmenter. Pour autant, je ne sais pas si vous avez lu la même chose que moi, mais il y a plein d'articles qui disent « Ah oui, mais l'intelligence artificielle, l'automatisation, ça va casser de l'emploi, il n'y aura plus de jobs. » D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut mettre en place le revenu universel, parce que de toute façon, on ne va plus bosser bientôt. Alors, on va regarder si effectivement, ce sont bien les prévisions du bureau. Alors, attends, comment il s'appelle celui-là? C'est le Conseil national du numérique. Donc, troisième quiz. D'après vous, que pensez-vous être les conclusions du Conseil national du numérique sur les 15 dernières années? Y a-t-il eu destruction d'emplois liée à la digitalisation en France? Ouais, il y a un bug, c'est pas le bon. Bon, c'est pas grave, on va se le faire à main levée. Non. Attends. Voilà, c'est ça. Voilà. Selon vous, en France, quel a été l'impact du digital sur l'emploi depuis 15 ans? Est-ce que ça, en volume net, détruit de l'emploi? Est-ce que finalement, il y a autant d'emplois créés que d'emplois détruits? Ou est-ce que le net est positif? Autrement dit, il y a eu plus de création d'emplois que de destruction d'emplois. Vous en pensez quoi? Bon, grosse tendance, merci. Oui, ça a créé de l'emploi. Ce que nous dit le Conseil national du numérique, c'est qu'il y a eu 500 000 emplois détruits pour 1,2 million d'emplois créés. Donc, le delta est de 700 000. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes emplois. Donc, ça pose vraiment la question de la transition. Comment on va accompagner des personnes qui sont décalés aujourd'hui par rapport aux besoins des entreprises. Et ce disconnect, il est d'autant plus important de s'en préoccuper maintenant parce qu'on sait que ça prend du temps. Donc ça ne va pas d'un claquement de doigts changer. Et quand on le rapproche
Enfin, d'ailleurs, on voit déjà des conséquences. Je ne sais pas si vous avez suivi, là aussi, il y a eu la publication il y a quelques mois des statistiques de Pôle emploi. En 2018, ils estiment que 200 à 300 000 emplois, ce n'est pas très précis, hein, mais bon voilà, 200 à 300 000 emplois à pourvoir n'ont pas été pourvus faute de personnes ayant les compétences pour y répondre. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, et ça c'est le Bureau national... Non, les besoins de main-d'œuvre en 2016, le BMO, besoin de main-d'œuvre, c'est aussi des statistiques Pôle emploi. Quand on regarde les 3 premiers critères qui font que les institutions, les organismes embauchent, qu'est-ce qu'ils regardent ? 46% de ces institutions disent « Ah, moi, dans mon top 3, il y a le diplôme. » D'accord, mais enfin, ça fait qu'une sur 2, finalement. 64% de ces mêmes entreprises sondées, ou institutions sondées, disent que dans le top 3, il y a la polyvalence et l'adaptabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dimension soft skill, la capacité à apprendre en permanence, ça devient un des critères majeurs pour pouvoir embaucher des personnes. Ça veut dire aussi qu'effectivement, la formation tout au long de la vie devient un facteur déterminant. La capacité à apprendre tout au long de sa vie devient un facteur déterminant. C'est vachement intéressant aussi quand on moi en tout cas ça me passionne, quand on rapproche ça du fait que d'ici à 2030, 50% des personnes vivant dans les pays d'Europe de l'Ouest ou de Nord-Amérique auront plus de 50 ans. Ça veut dire que leur formation initiale, elle est assez loin derrière eux. Donc si effectivement les entreprises ne prennent pas le manche de continuer à les former tout au long de la vie, il n'y a pas que les entreprises, mais les entreprises ont un rôle majeur à jouer là-dessus, on va accentuer ce disconnect qu'on commence déjà à observer. Alors les CEO, est-ce qu'ils voient venir le problème ? Donc ça, je l'ai dit. Ouais, ça, je l'ai dit. Les CEO, ils sont myopes, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas bien loin. 13% de ceux qu'on a interrogés dans une autre de nos études, et on en a interrogé 1500, quand on leur demande est-ce que les employés sont votre priorité numéro 1, il n'y en a que 13% qui disent oui, mes employés, c'est vraiment ma priorité numéro 1. Alors si ce n'est pas les employés, c'est quoi ? La boucle est bouclée. Pour 67% d'entre eux, ils disent que leur priorité, c'est effectivement d'utiliser la technologie comme source de création de valeur. Donc ils sont dans cette illusion qu'il suffit de mettre en place des nouveaux systèmes, des nouvelles technologies pour que ça marche. Mais qui va les faire marcher ? On n'en est pas encore là. Je ne sais pas si vous faites le même constat, vous. Alors tout ça a des conséquences aussi, parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qui sont en train de se tendre, ou en tout cas d'évoluer dans le rapport entre l'entreprise et les actifs. Alors comment ça évolue ? À quoi peut-on s'attendre ? Le premier élément que je voulais partager avec vous, c'était tout ce courant qu'on appelle l'individualisation. On appelle aussi entre nous la génération moi. C'est-à-dire qu'au fond, on a l'utilisation des nouvelles technologies, le fait d'être connecté, hyper connecté en permanence, de pouvoir donner son avis sur tout, y compris sur les entreprises. Ça génère aussi tout un courant, un mouvement autour de l'individualisation, la recherche d'individualisation de son rapport à l'entreprise. Voilà ce que je veux, voilà mes attentes, comment l'entreprise peut répondre le plus près possible de mes attentes individuelles qui sont différentes de mon collègue d'à côté ou du candidat d'à côté. Alors, c'est pas que ça c'est intéressant aussi, c'est pas que les nouvelles générations qui nous conduisent à réinterroger ce lien et cette attractivité des entreprises, parce qu'au fond, c'est intergénérationnel. Et ça vient questionner les leviers de l'engagement au sein de nos entreprises. Les collaborateurs désirent une autre expérience de l'entreprise, un accès plus ouvert au développement personnel,
un respect de leur expression individuelle, de leur choix d'équilibre de vie. On est de plus en plus des actifs citoyens qui voulons s'investir dans la communauté, qui voulons avoir l'opportunité de pas seulement gagner notre croûte, mais aussi pouvoir agir via des actions de bénévolat ou des blogs, ou enfin, avoir une voix entendue qui n'est pas qu'au sein de l'entreprise. Ils ont à cœur aussi de contribuer à une mission, à un projet porteur de sens. Je ne sais pas si vous avez lu aussi autour de ce qu'on appelle les entreprises Bicorp ou les entreprises à mission. D'ailleurs, le gouvernement a senti, enfin ça fait déjà quelques temps, mais la loi Pacte incite les entreprises à définir leur raison d'être au-delà de la dimension économique. Et là aussi, ça ne touche pas que les jeunes générations. Toutes les générations y sont sensibles. J'ai découvert qu'un Français sur 3 dit faire attention quand il achète un bien ou un service au comportement de cette entreprise vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de la dimension plus sociale, environnementale. Donc il y a des vraies prises de conscience qui sont en train de se passer aujourd'hui et qui changent, viennent modifier le rapport entre actifs et entreprises. Et alors, ce n'est pas seulement le comportement citoyen, c'est aussi, les investisseurs se posent aussi des questions aujourd'hui. On en parlait avec Sophie en préparation de cette intervention. Moi, j'ai déjà rencontré effectivement des personnes qui travaillent pour des fonds d'investissement visant à encourager le développement des entreprises à caractère sociétal. Ça s'appelle Citizen Capital si vous voulez regarder. Et c'est un tout petit fonds aujourd'hui, mais c'est une tendance aussi qui est en train de s'installer. Et Sophie me parlait de Serena Capital qui ont embauché une personne au sein de leur équipe. Donc les fonds d'investissement en général, c'est plutôt des financiers purs et durs. Et là, ils ont créé un poste pour conseiller les entreprises qu'ils financent sur la dimension de la culture d'entreprise et justement de la vision humaine de ces entreprises. Donc là aussi, un tournant intéressant qui est en train d'être pris. Alors, le deuxième élément que je voudrais commenter sur les conséquences et le nouveau rapport entre entreprises et actifs, c'est celui de la génération de l'innovation. On a dit tout à l'heure que l'innovation venait vraiment à la croisée des technologies, que ça amenait du coup les entreprises à devoir changer leur manière de travailler et de développer des partenariats. Mais ça veut dire aussi que ça change la nature même du travail pour un certain nombre de collaborateurs dans l'entreprise. Parce que du coup, il s'agit pour les entreprises d'être plus à l'écoute des tendances, de pouvoir capter les opportunités pour elles, mais ça veut dire avoir au sein de leur organisation, des personnes qui sont capables d'agir comme des véritables chefs d'orchestre, capables de combiner, de mettre en musique les compétences internes avec des capabilities externes. On le voit de plus en plus, des grosses entreprises qui travaillent avec des startups, des entreprises qui travaillent avec des universités, des écoles, des organisations intergouvernementales. Enfin, on a un peu tous les cas de figure. Ça veut dire que ça réinterroge aussi la notion d'entreprise qui devient plus étendue, avec des collaborations au sein de réseaux plus complexes et qui se passe à travers de plateformes collaboratives essentiellement. Donc ça pose aussi là la question de que se passe-t-il pour des collaborateurs, des actifs qui n'ont pas cette capacité aujourd'hui à travailler via ces plateformes collaboratives. La bonne nouvelle, c'est que l'impact des nouvelles technologies, c'est aussi la possibilité pour les entreprises de développer l'accès à la connaissance et au développement des compétences, grâce justement à ces solutions en ligne, virtuelles, digitales, etc., qui rendent possible l'apprentissage de manière beaucoup plus aisée, un petit peu chaque jour, un petit peu chaque semaine. Enfin, on a de moins en moins de frontières entre travailler et apprendre. Et puis le troisième impact dont je voulais parler, dans ce nouveau rapport au travail, c'est la dimension multi-emploi. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Comme on a de plus en plus d'actifs qui sont à la recherche d'un nouvel équilibre, d'un nouveau rapport entre l'entreprise et eux, ils sont aussi de plus en plus nombreux à envisager des modes de travail et d'engagement différents. S'accorder des breaks entre deux jobs, rechercher un rythme de travail adapté, qui peut conduire certains à devenir leur propre employeur.
Savez-vous qu'en France, c'est des stats de 2018, donc ça a dû augmenter depuis, on a déjà plus de 850 000 freelance. Et quand on leur pose la question de « mais c'est par choix ou c'est par nécessité ?» 9 sur 10 disent « ah ben non, c'est par choix, ça me permet d'être plus autonome, de choisir mes missions, de gérer mon rythme de vie comme je veux, d'apprendre si j'ai envie en travaillant avec tel client plutôt qu'avec tel autre, ou avec tel partenaire. » Et quand on leur demande est-ce que vous seriez prêt à revenir au travail salarial, juste pour voir, 73% disent « ah non, c'est trop bien ». Donc une fois qu'on a passé le pas, accepter la prise de risque que ça représente, et ça ne marche pas forcément bien du premier coup, les bénéfices que les personnes en retirent sont largement supérieurs à cette incertitude que représente le fait d'être son propre employeur. Et alors, ce qui est intéressant aussi, et là c'est une étude de ADP Research Institute de 2018, c'est qu'en fait, ce n'est pas qu'une question de génération. Dans cette étude, 53% des Français se sont dit prêts, dans un futur proche, à travailler là où leurs compétences seront nécessaires, en dehors de tout lien avec une entreprise spécifique. Et quand on dit 53% des Français, ça veut dire 1 sur 2, c'est juste une proportion là aussi très importante. Ce qui, du coup, moi, me fait dire qu'au fond, on est en train de rentrer dans une économie étonnante, qui est celle de l'économie de la location de compétences. J'ai un portefeuille de compétences, une façon d'être, j'ai envie de me dédier à des projets. Et au fond, c'est ça qui devient plus capital, plutôt que le lien à l'entreprise et ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Du coup, ça pose une question pour les entreprises, c'est au fond, qu'est-ce qui garantit la pérennité de leur activité ? Parce que du coup, s'il s'agit de travailler avec des gens qui sont dedans, mais aussi dehors, que ceux qui sont dedans, à vrai dire, ils ne sont pas super sticky, enfin, ils collent... voilà, ils sentent un pied dedans, un pied dehors, ça devient quand même une problématique et ça les oblige aussi à réfléchir un peu à finalement, c'est quoi une entreprise aujourd'hui ? Est-ce que c'est un réseau de personnes qui s'entendent sur un projet commun ? Est-ce que c'est un objet à géométrie variable en fonction des projets et des ambitions ? Autrement dit, y a un temps où ça va avoir cette configuration-là, et puis après, c'est une autre configuration en fonction des innovations justement qu'il s'agit de sortir. Et puis, il n'y a pas que la notion d'entreprise qui devient complexe, il y a aussi la notion de lieu de travail. Parce que de plus en plus de collaborateurs, comme on l'a vu, travaillent de chez eux ou d'ailleurs. Donc la notion de lieu de travail n'est plus l'endroit de convergence et d'unité. Voire même les lieux de travail virtuels rassemblent plus les gens que les lieux de travail physiques. Mais ça, c'est aussi une réelle opportunité pour les entreprises, parce que ça veut dire pour elles qu'elles ont la possibilité de recourir, utiliser des compétences nouvelles, rafraîchissantes, qui posent un regard critique, plus impartial, qui vont apporter des expériences différentes, issues justement de ce qu'elles auront vu dans des autres organisations. Donc c'est aussi une source de créativité et de performance pour les entreprises, à condition de bien faire marcher tout ça ensemble. Et du coup, j'en viens au mode d'organisation. Qu'est-ce qu'on observe comme évolution sur les modes d'organisation ? Alors, les boîtes ont bien compris que c'est important d'aligner l'organisation avec la stratégie, de considérer la technologie comme une composante structurante et que les data, ma foi, c'est important de les avoir au cœur parce que c'est ce qui va permettre vraiment de guider les décisions qui sont d'ailleurs sur des circuits de plus en plus courts. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que les organisations et les compétences des gens évoluent beaucoup moins vite que les désirs des CEO à faire évoluer leur organisation. Et en plus, on a un peu dans certaines organisations le sentiment que c'est... la réorganisation permanente. Je ne sais pas quand est-ce que ça se stabilise, mais voilà, on est à peine fini de digérer une organisation que ça y est, on est en train déjà de changer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer qu'il y a d'autres éléments qui deviennent prépondérants. C'est ce que j'ai appelé agir sur l'intangible. Et qui sont plutôt bons signes. Enfin, moi, je le vois plutôt comme de manière optimiste. Le premier élément qui est en train d'évoluer, c'est ouverture et agilité. On en a parlé avec les entreprises qui ont besoin de créer des partenariats. Mais du coup, ça veut dire aussi une reconfiguration des modes de travail qui changent en permanence. Et donc, la notion
organisation avec des départements, des sous-départements, des services. Tout ça, c'est en train de gentiment disparaître. Les frontières sont de plus en plus floues. Et il n'y a plus de modèle de référence aujourd'hui d'organisation du travail. C'est plus vraiment possible, puisqu'au fond, ça a besoin de complètement se configurer en fonction de la stratégie business et des projets majeurs d'innovation ou de recherche de performance que les entreprises veulent mettre en place. Vous le voyez d'ailleurs très bien dans tout ce qui est méthode agile qui se met en place. C'est des groupes projets multidisciplinaires, qui se constituent pendant un temps donné, et puis hop, ça éclate quand le projet est fini, et on se reconfigure. Et il y a même des espaces de travail, là, Madame Steelcase, elle pourra en parler, où de plus en plus, on crée des espaces de travail où justement, ce mode de fonctionnement est possible. Parce que si chacun travaille dans son bureau, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir des espaces ouverts avec des tables vides où on peut s'organiser et travailler ensemble. Les boîtes qui font ça, je ne sais pas si vous en parlerez cet après-midi, on voit une nette amélioration d'un certain nombre de paramètres, comme effectivement raccourcissement des prises de décision, accélération des processus d'innovation. Il y a juste un point que je trouve intéressant, enfin préoccupant, c'est qu'est-ce que ça veut dire en termes de charge mentale, mais j'y reviendrai. Le deuxième point qui est essentiel et qui apparaît, c'est la notion du sens. On en a parlé, les entreprises à mission. Et finalement, ça devient l'élément fédérateur, puisque la notion d'entreprise, ça devient quelque chose à contour flou, et que la notion de lieu de travail, c'est aussi très fragmenté. Et puis la troisième dimension, c'est tourner vers l'humain et vers l'inclusion. J'ai évoqué le point tout à l'heure quand je parlais de l'individualisation, même aussi du rapport au travail avec, pourquoi pas, multi-employeurs ou des contrats d'une autre nature. Ça veut dire que le rôle du manager, qui est là pour assurer la cohésion de l'équipe, l'inclusion de chacun, la performance de l'ensemble avec des profils divers, des aspirations diverses, des compétences diverses et des rapports à l'entreprise diverses, elle est en train là aussi de devenir très importante et elle a besoin d'évoluer. Faire en sorte que l'équipe fonctionne tout en étant à l'écoute des besoins et des aspirations individuelles, c'est un autre mode de leadership que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et ça fait le lien avec le thème suivant. Au fond, on s'est posé la question chez Korn Ferry de à quoi ressemble le leader dont les organisations ont besoin pour être plus innovantes, plus performantes dans l'économie qu'on vient de décrire. J'ai encore du temps ? Oui, il faut que je me dépêche. Donc c'est ce qu'on a voulu savoir et on a commencé par questionner, donc c'est ce que... Bon, c'est pas grave. On a commencé par questionner la communauté financière. On s'est dit, bon, alors eux, ils sont quand même capables de faire la pluie et le beau temps sur l'économie, donc on va leur poser la question de qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui chez les leaders. On en a interrogé plus de 900, des investisseurs et des analystes financiers, et j'aimerais partager avec vous ce qui est ressorti. 82% de ces personnes sondées reconnaissent que les entreprises où ils investissent sont face à des défis structurants et disruptifs. Ah, on est soulagé, on est d'accord. 62% disent qu'il est très difficile de prévoir les menaces et les risques parce que la concurrence est multiforme. Ah, ça aussi, on est d'accord. Il y en a quand même 38 qui pensent que non, mais bonne nouvelle, la majorité pense que oui. Donc la disruption est bien là. Et alors quand on leur dit, mais d'après vous, qu'est-ce qui va caractériser les CEO ou les dirigeants qui vont réussir le défi ? Ils sont bien d'accord avec nous pour dire que la qualité du CEO est devenue capitale pour décider dans quelle entreprise investir. Donc, ils se posent de plus en plus la question de, au fond, celui qui dirige, quel est, non pas son track record passé, mais sa vision du futur. Ça, c'est nouveau. Dans la communauté financière, on est hyper prudent. C'est ce qui s'est passé avant, va se passer après. Et donc, voilà. Et là, ils sont obligés de changer le réglage, puisqu'il y a beaucoup plus d'incertitudes, beaucoup plus de disruptions possibles. Et ils sont 69% de ces sondés dans la communauté financière à penser que les transformations vont rendre le leadership encore plus important dans les 3 prochaines années. Donc, on est bien tous d'accord, il y a un vrai sujet sur les leaders des entreprises aujourd'hui, comment faire pour qu'ils soient capables de mener les transformations attendues. Alors on leur a dit, vous en pensez quoi du stock de leaders actuel ? 67% donc, estiment que la majorité des leaders actuels ne sont pas adaptés à l'entreprise de demain. Oh, là ça plombe quand même.
2/3 donc privilégient la vision et les orientations futures à la performance passée, ça je vous l'ai déjà commenté. Et puis quand on a questionné les dirigeants, donc ça c'est une étude qui vient d'une autre source, qui n'est pas chez nous, auprès de 500 cadres supérieurs, 90% des dirigeants disent « Ah bah oui, mais si moi j'arrive pas, si l'entreprise n'arrive pas à exécuter sa stratégie, c'est parce qu'il y a un problème au niveau des équipes en fait. L'organisation de l'entreprise n'est pas adaptée. » Ah bon ? Et quoi particulièrement ? C'est la culture. La culture d'entreprise n'est pas adaptée. Et c'est ça qui fait, selon 90% des dirigeants, qu'ils n'arrivent pas à atteindre les objectifs business qu'ils se sont donnés. Donc là aussi, on revient sur l'intangible dont je parlais tout à l'heure. Tout le monde le constate. Donc ça nous a amené chez Korn Ferry à réfléchir à, mais alors au fond, qu'est-ce qu'il faudrait comme profil du dirigeant capable de mener à bien ces entreprises vers l'innovation, la performance et la création de valeur dont on a parlé tout à l'heure, et ça de manière pérenne. On a regardé, on a de la chance, on a beaucoup de data. Donc on a pris un échantillon de 150 000 profils à travers le monde et on a regardé la corrélation entre profil de dirigeant et capacité à innover. Donc, en regardant des index comme le Best in Class Companies ou bien le Global Innovation Index. Et on a caractérisé, on a été à même d'identifier un profil type de celui avec qui ça marche. C'est-à-dire qui est effectivement travaille dans une entreprise innovante qui assure de manière pérenne des bonnes performances économiques. Et ça se retrouvait dans un acronyme à 5 dimensions, ADAPT. Le premier, Anticipate, et vous allez voir, ça résonne pas mal avec beaucoup de choses que j'ai partagées, c'est la capacité à saisir des opportunités et à intégrer les besoins sociétaux, donc à aller au-delà de la dimension économique et d'être capable de donner une direction claire, parce que c'est effectivement par le projet qu'on va réussir à fédérer et engager l'ensemble des ressources, vu que le lieu de travail et l'entreprise, ça devient plus flou. La deuxième dimension, elle s'appelle drive en anglais, donc si je la traduis, c'est mobiliser. Mobiliser les équipes en donnant du sens, en inspirant et en étant attentif aux équipes. Et alors là, j'insiste parce que, aux équilibres. Et ça m'a permis de creuser un point qui était, mais au fond, c'est quoi la valeur que l'entreprise recherche dans ses collaborateurs ? Bien sûr, il y a les compétences, mais il y a aussi et avant tout l'énergie du collaborateur. Comment faire pour que le collaborateur mobilise son énergie le plus possible, de manière à ce que le fait de travailler là ait le plus d'impact. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose qui a été étudié là aussi par quelques chercheurs, dont Daniel Kahneman, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, sur la notion de charge mentale. Cette notion d'énergie est liée à la notion d'effort. Comment faire pour... quel effort on consacre à nos activités intellectuelles. En fait, le cerveau fonctionne pour minimiser, il fait des économies d'énergie en permanence. C'est pour ça qu'on a des routines, des habitudes, etc. C'est parce que ça permet au cerveau d'économiser de l'énergie neuronale. Vous savez que c'est quand même le plus gros consommateur d'énergie dans tout notre corps, hein, le cerveau. Et qu'est-ce qui se passe quand on demande aux collaborateurs de penser autrement, d'intégrer le client, d'innover, de changer les modes de travail? Du coup, forcément, il ne peut plus s'appuyer sur ce qu'il connaît, sur les situations habituelles, reconnues. Donc, il est obligé de mobiliser une énergie encore plus importante au niveau mental pour pouvoir rentrer dans ce changement, faire en sorte qu'effectivement, on produise de l'innovation. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on ne permet pas à ces collaborateurs à qui on demande d'innover, de changer leurs habitudes, d'intégrer le client, etc., en fait, ils s'épuisent s'il n'a pas des temps de pause, de récréation mentale, de déconnexion à tous les objets technologiques auxquels on est raccroché comme une moule sur son rocher. Et ça, c'est vraiment super important. Il y a un risque d'épuisement mental fort à travailler en permanence avec des nouveaux modèles, des nouvelles pratiques de travail, etc., s'il n'y a pas des temps de repos, de récréation, de break. C'est pour ça que c'est si important de faire de temps en temps des petites pauses et de respirer. La troisième dimension, Accelerate,
On en a parlé un petit peu, c'est que pour générer de l'innovation, il s'agit de travailler avec plus de monde, d'être connecté à plus de partenaires, mais c'est aussi accélérer les modes de production de l'innovation par des processus itératifs type design thinking, etc. Donc, mettre en œuvre, tester, ajuster rapidement. Partner, c'est le fait de, au-delà des frontières de l'entreprise, aller chercher des idées nouvelles. Donc, il faut être capable aussi de faire partie du flot d'informations pour pouvoir être dans les bons réseaux d'où pourraient sortir ces opportunités. Et ça, c'est par définition quelque chose d'assez flou qui se construit avec le temps, mais avoir des collaborateurs capables de le faire, c'est pas simple, mais c'est très important. Et puis enfin, la dernière dimension, trust. C'est pas la moins importante, bien au contraire. Donc c'est comment le leader peut établir un nouveau rapport de confiance entre l'individu et l'entreprise qui repose sur le désir réciproque de se développer mutuellement. Je viens bosser chez toi, entreprise, parce que ça me développe et j'apporte quelque chose, mon portefeuille de compétences, ma façon d'être, mon énergie, à toi pour que tu te développes. Et ça passe aussi par le fait de donner du sens à l'action, parce que si je ne vois pas à quoi ça sert tout ça, il n'y a pas de chance que je me sente vraiment engagée. Mais ça veut dire, enfin, être capable vraiment d'inclure les différentes valeurs apportées par les personnes qui composent les équipes, qui sont par nature diverses, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est vraiment la combinaison de ces 5 éléments qui fait toute la richesse, mais aussi toute la rareté du leader idéal, capable de se réinventer en permanence, d'être humble, de créer la confiance, de donner du sens et d'empowerer les gens. Alors, d'après vous, où en sommes-nous ? C'est-à-dire, si on regarde le stock de leaders dont on dispose aujourd'hui, quelle est la proportion de leaders qui correspond à ce profil dont j'ai parlé ? Est-ce que vous pensez que c'est 15%, 30%, 60% ou 75%? C'est le dernier, je crois. Encore quelques réponses manquantes. Il y a des plus optimistes que d'autres. Sans faire durer le suspense plus longtemps, 15%. Ça veut dire qu'il y a 85% des leaders actuels pour qui il y a du boulot, un petit peu, beaucoup, ça dépend. La bonne nouvelle, c'est que quand on demande à la communauté financière, mais il n'y a pas quand même quelque chose de bizarre de dire qu'il faut que les personnes se développent, que le stock de leaders n'est pas celui dont on a besoin, et en même temps de mettre une certaine pression court terme sur les objectifs financiers. Ah bah oui, vous avez raison, c'est vrai que ça n'aide pas. Donc ils sont quand même 7 sur 10 à reconnaître qu'exercer une pression sur les dirigeants pour atteindre une performance court terme va à l'encontre de ces dirigeants à innover et à se transformer. Yes. Et 2 tiers se disent prêts à accorder aux dirigeants plus de moyens et de temps pour mener les investissements nécessaires au développement des leaders et des organisations. Moi, j'aimerais bien les rencontrer pour leur dire, vous avez raison, il y a du travail à faire. Ça veut dire qu'il faut changer les réglages, considérer le capital humain comme la principale source de création de valeur de vos entreprises et faire qu'effectivement, vous y consacriez l'énergie, les budgets dont vous avez besoin pour pouvoir faire évoluer ces actifs qui sont là pour vous, prêts à s'engager si vous les prenez dans le bon sens. Et pour finir, alors je ne vous ai pas dit, parce que je ne vais pas parler de mon parcours, mais j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 9 ans pour une organisation chère à mon cœur qui s'appelle Danone. Je crois que ça fait partie aussi des clients de Learn Assembly. Et ce n'est pas tant pour en parler aujourd'hui, mais c'est pour faire référence à Antoine Riboud, qui a été un des premiers, donc qui a été patron de Danone pendant longtemps, avant que ce soit son fils Franck et puis maintenant Emmanuel Faber, et qui, dès 1972, c'était lors d'un discours qu'il a fait devant le CNPF à l'époque, avait notamment dit que l'entreprise ne s'arrêtait pas au mur des usines et que l'impact du coup des entreprises ne devait pas se limiter à l'impact économique, mais devait bien prendre en compte l'impact social. Donc pendant longtemps, chez Danone, il y a eu ce double projet économique et social. Ils en parlent encore aujourd'hui. Et qui a aussi, c'est une citation
qui s'est exprimé en disant « Conduisons nos entreprises autant avec le cœur qu'avec la tête. Et n'oublions pas que si les ressources de la Terre ont des limites, celles de l'homme sont infinies s'il se sent motivé. » Merci de votre attention.